Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'émission M Parlema, animée bien sûr par l'association Mentanterami, avec les deux animateurs qui sont là ce soir avec moi pour cette émission, cette nouvelle émission, puisque ça fait quelque temps qu'on n'était plus à l'antenne avec eux. C'est monsieur Auguste Macari. Bonsoir Auguste. Bonsoir Auguste, dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marie Tomasi. Bonsoir Jean-Marie. Leur invité ce soir, vous allez le découvrir dans quelques instants. Le petit indice, vous l'entendez juste derrière. Écoutez bien. Un petit indice, et puis vous l'avez à l'image, c'est Madame Anne-Marie Curti Arcento, maire de Castellar. Mais je vais laisser la présentation bien sûr à notre ami Jean-Marie Tomasi qui va mener cette émission ce soir. Oui, bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. Et merci de vous être déplacé depuis les hauteurs de Castellar jusqu'ici au studio du bord de mer de Fréquence Méditerranée. Cette émission s'appelle « Le maire qui bat la campagne ». C'est un titre qui est accrocheur, évidemment. Et c'est un titre, je pense, que vous êtes l'élu qui correspond le mieux à cette définition. Car Anne-Marie Curti, premier magistrat de Castellar, est gardienne avec son mari d'un troupeau de 70 têtes, des bovins, des caprins et des ovins. 70 têtes, vous êtes en quelque sorte la bergère de Castellar en même temps que vous êtes le premier magistrat. Est-ce que c'est une définition qui vous correspond ? Oui, déjà bonsoir, merci de me recevoir, c'est un honneur. Et Oui, ça me correspond, oui, pourquoi pas. Enfin, quand on dit on bat la campagne, en général, c'est pas trop bon, mais... Je devrais dire d'ailleurs qu'il bat la montagne, puisque voilà, c'est surtout dans la montagne qu'on peut vous retrouver. Mais bien entendu, c'était un jeu de mots sur la campagne électorale, puisque vous êtes premier magistrat, et vos activités professionnelles. Vous êtes âgé aujourd'hui de 42 ans. 43. 43. Ouais. Ah oui, c'est une information qui date de l'année dernière. Et oui, je vais sur 44. Et vous avez été élu dès le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, au premier tour. Au premier tour, Et quelques jours plus tard, vous succédiez à Huguette Layet, qui était également maire de Castellar, pendant 3 ou 4 mandats, je crois. Et vous étiez associé dans la liste qu'elle conduisait. Exact. Et vous avez, vous, donc, décidé de vous présenter, puisque Huguette Layet, elle, ne se représentait pas. Voilà, c'est exact, oui. Donc, vous êtes mariée, mère de 2 enfants, et vous êtes responsable d'une exploitation agricole avec votre mari. Oui. Vous gérez également la fromagerie du village, un établissement de renom dont les produits du terroir ont été plusieurs fois médaillés sur les concours départementaux et régionaux. Exact. Et régionaux, oui, c'est exact. Vos fromages se retrouvent d'ailleurs sur des tables très prestigieuses. Oui, essentiellement au Mirazur. Le Mirazur de Calo-Greco, qui a été qualifié comme le meilleur restaurant au monde. Oui. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'ancien hôtel Vista Palace également, le restaurant du Vista Palace, qui est maintenant le Melbourne. Le Melbourne, bon, reçoit également vos produits. C'est absolument extraordinaire. Oui, c'est une belle aventure avec Mauro. Et grâce à lui, je travaille avec plusieurs de ses restaurants, dont la pizzeria Pecora Negra également, aux Sablettes. D'accord. Et Casa Fuego, qui est également à Garavant. Dans le giron du groupe de Mauro. Ouais. Eh bien, c'est du reste, ce parcours qui est remarquable a été... pour vous, couronné récemment, au mois de novembre dernier, en fonction de toutes vos activités, le préfet des Alpes-Maritimes vous a élevé au grade de chevalier dans l'ordre du mérite agricole. C'est une distinction. J'étais présent à cette remise de décoration. Ça vous a touché, je crois. Ça m'a énormément touché parce que je m'y attendais pas. C'est monsieur... Alors, je tiens également à le remercier. C'est monsieur François Jacot qui a fait cette demande.
Et monsieur Oui, parce le qu'il faut préfet faire la demande pour, voilà. pour c'est pouvoir exact. obtenir Et cette distinction. c'est donc Oui. monsieur François Jacot qui a fait cette demande et ça a été accepté par monsieur le préfet et c'est vraiment un grand honneur. Ça... Vous étiez là avec votre papa, toute la avec famille? Mon papa, oui. D'accord. Et lui aussi était très ému, j'ai vu. Il était très, très ému, oui. Très, très ému. Ben, écoutez, c'était dans tous les cas, puisqu'on vient de le voir, très mérité. Et jusqu'ici, incontestablement, un très beau parcours, tant sur le plan professionnel que sur le plan physique, que nous allons tenter de retracer avec Auguste Macari. Auguste se défend d'être historien, mais au sein de notre association, Terami, à même temps Terami, qui coproduit cette émission, il est aucun doute celui qui connaît le mieux l'histoire et la géographie, je dois dire, de notre région. Et donc c'est avec Auguste, mon cher Auguste, nous allons planter le décor de ce beau village dont la création remonte à l'époque préhistorique. J'ai appris ça en préparant cette émission. 12 000 ans avant Jésus-Christ, au pied de la falaise de l'Orbéa, à 870 mètres d'altitude, dans une grotte probablement. La Bripindimoun. Voilà, c'est ça. Donc Auguste va être plus précis dans l'histoire et la géographie de Castellar. Nec me fulgura. Madame le maire, quelle belle devise. Puissante. Même la foudre ne peut m'atteindre. Et je crois que ça va bien à Castellar, c'est un village de caractère. Hein? On a du caractère à Castellar. Voilà, c'est bien connu. On sait se défendre. Il vient de sortir un livre, Le Barbet du Plan de Lyon, il faut le lire. Ah, on parle de Castellar. Je vais me le procurer. Voilà. Alors c'est un bonheur d'être la première magistrate de ce beau village de notre pays mentonné. Oui, c'est un honneur. Très bien. Qui domine la Méditerranée, 363 mètres d'altitude. Oui. Sur sa colline de Saint-Sébastien. Une implantation urbaine remarquable. Là, j'insiste là-dessus. Et peut-être unique dans nos villages de cette région est du département et de la Ligurie. 5 rues parallèles, je ne me trompe pas. Absolument pas. 5 rues parallèles, pratiquement planes. Pratiquement, oui. Qui s'étirent sur la colline. Je les ai parcourues bien souvent depuis des lustres, car j'aime ce village. Moi aussi. J'y conserve de beaux souvenirs, c'est vrai. Oui. Et cette implantation urbaine permet sans fatigue d'apprécier les curiosités historiques, religieuses, sociétales, offertes par Castellar. Planer dans ces ruelles est un réel plaisir. Le petit square bien ombragé pour méditer sur le passé que rappelle une plaque murale, à la rue de la République. Le jardin Lascaris. Ah oui, c'est joli. Que l'on va mettre à l'honneur l'année prochaine. Eh bien, très bien. C'est un endroit qui on a plaisir à s'asseoir et méditer là. Le palais, c'est une vernissée aux couleurs chatoyantes. Oui. Qui expose fièrement le beau blason des comtes de Ventimille. Les passages voûtés qui relient entre elles les ruelles si bien décorées et reverdis par les habitants. Oui. Un village où les âmes progressent d'année en année, c'est exact, madame? C'est exact. Oui. Nous sommes à combien d'âmes aujourd'hui? Alors, nous avons dépassé les 1100 habitants. Et je pense qu'on les dépassera encore. On va attaquer notre recensement début janvier. Donc, on saura incessamment sous peu combien Castellar va compter d'habitants. C'est très bien. C'est très, très bien parce qu'il est vivant, un village comme ça. Alors, l'histoire, rapidement, elle est millénaire. Bon, le site préhistorique de Pendimoun, à 870 mètres, au pied du Resto et de l'Orméa, l'atteste. Le Moyen-Âge, avec 1257, l'apparition du nom de Castellar. La cession du territoire par le comté de Ventimille au comte de Provence Charles Ier d'Anjou. En 1261, l'entrée des Lascaris dans l'histoire du village. C'est important, ça. Très important. Les seigneurs de Castellar appartiennent à la famille Ventimille-Lascaris. 1388, le comté de Nice passe à la maison de Savoie et Castellar aussi, qui fait partie de la comté de Nice à cette époque. Et c'est en 1435 que l'autorisation est donnée aux Castellarois de déplacer leur village sur la colline de Saint-Sébastien. Oui. En 1747, les fortifications ont été rasées pendant la guerre de succession d'Autriche, comme l'indique l'Incastellamento de Sotaripa
du XVe siècle. Dommage, elles auraient belle allure de nos jours et un attrait touristique supplémentaire, ces murailles, si elles avaient été conservées. Ouais. Et là, ce n'est pas le cas. Le village sera en première ligne au déclenchement de la guerre en 1940. Il subira les vicissitudes diverses et pénibles de cette triste période avant la libération par les troupes alliées et le retour à la paix. C'est aussi un village de personnalités et d'événements remarquables. Rue de la République, cette plaque murale à la mémoire de Jean-Paul Lascaris, né à Castellar en 1560, 57e grand maître de l'ordre militaire de Malte, de 1636 à 1657. Oui. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Et voilà. Et alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus, parce que quand nous avons rénové notre chapelle Saint-Sébastien, eh bien il s'est retrouvé dans un carton, le pauvre, et il a passé quelques temps dans mon bureau puisque j'étais secrétaire de mairie. Donc j'ai vécu un long moment avec Jean-Paul Lascaris dans le bureau à côté de moi, avant d'être inhumé dans la chapelle Saint-Sébastien. Et ben voilà, voilà. J'ai vécu avec lui un bon moment. Voilà. Et le 30 juillet 1893, création de la première caisse locale du Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes. Oui. C'est beau pour un ça, village. c'est pas rien. Ça, Oui. c'est pas rien alors. C'est pas rien. Ça, peut-être. On n'a pas trop d'avantages, mais c'est pas rien quand même. C'est vrai, actuellement, on pourrait vous en dire deux mots. Hein. Oui. Voilà, et je me souviens aussi d'un fameux cascadeur de cinéma, alors ça n'a rien à voir, qui avait élu domicile au village. Monsieur Cogan, voilà. que j'ai bien connu, une figure de Castellar. Voilà, Oui, un visage, une gueule. Ah oui, absolument. Le portrait craché de Jean-Paul Belmondo. De Jean-Paul Belmondo. Oui. Voilà. Bon, et puis le festival annuel de mandoline, reconnu au niveau national et au-delà. À ne pas louper, ne pas louper. Un festival incroyable. Toutes les années, j'y vais et je suis bluffé à chaque fois. Oui. Voilà. Alors, vive à Castellar, Madame le maire. Merci. Eh bien voilà pour l'évocation historique et géographique de Castellar. Je dois dire que lorsque nous avons, pour préparer cette émission, nous nous sommes rendus dans votre bureau mobile, si j'ose dire, sans doute l'un des plus beaux bureaux qui puissent exister, puisqu'il dispose d'une vue à la fois imprenable et pour vous mobile, sur le village de Castellar et la Méditerranée. C'est en effet au pied du berceau et du Grammont que s'exerce l'essentiel de vos activités, si j'ai bien compris. C'est exact. Oui. Quotidienne. Quotidienne. Oui, parce que les animaux, on ne peut pas les laisser. Donc avec mon mari, quotidiennement, nous sommes avec eux, au pied du col Saint-Bernard. Alors depuis cette visite, il y a une question que je voulais vous poser. Oui. Je pense que vous pourriez y répondre si vous n'utilisez pas le langage, la langue de bois comme les politiques. Qu'est-ce qui fait courir Anne-Marie ? C'est une très bonne question. Mais c'est déjà l'amour de la nature, l'amour des animaux, et puis bien sûr, de l'autre côté, l'amour pour mes administrés, puisque c'est une lourde tâche qui m'a été accordée et que je fais vraiment avec plaisir. Vous aviez commencé votre carrière en qualité de secrétaire de mairie. J'ai fait 14 ans de secrétaire de mairie. Après, j'ai rencontré mon mari. Enfin, on s'est mariés. Donc, je me suis mis en disponibilité pour élever mes enfants. Et de là, mon mari m'a dit, écoute, puisque c'était un peu un rêve d'enfant de faire du fromage, lui avait déjà un troupeau de chèvres, plutôt pour une production viande. Et il m'a dit, écoute, si tu es d'accord, on développe la partie fromagère. Donc, j'ai posé ma disponibilité et je suis partie faire du fromage. Et ensuite, donc, Madame Laillé m'a proposé de continuer l'aventure avec elle. Donc, je me suis représentée avec elle sur la liste, mais cette fois-ci en tant que conseillère municipale, pendant donc, les 6 années, avant d'être... Avant de vous-même vous lancer... Avant de me lancer dans l'aventure pour être maire. Madame Laillé ayant décidé de ne pas se représenter, vous avez décidé de relever le défi, de monter une liste et donc, de se présenter. Mais alors, comment faites-vous pour cumuler
les responsabilités de Alors, maire. il faut une bonne organisation. Alors, c'est-à-dire faut pas se louper. Quelle est la journée type de Madame Curti? Alors, la journée type, eh bien, d'abord, on s'occupe des enfants. C'est la priorité. Oui. On les fait partir à l'école. Et ensuite, on attaque dans la production d'abord fromagère. Puisque moi, le matin, je suis en fromagerie. Donc, c'est la première chose que je fais. Je fabrique mon fromage. Et ensuite, c'est parti pour la mairie. Et dans l'après-midi, je vais rejoindre mon mari dans la montagne. Ça implique un réveil à quelle heure, ça? Et très tôt, très très tôt. Enfin, en tout cas, 5h30 debout. Pour moi, les enfants plus tard. Et donc voilà, le lait, mon mari, lui, part très tôt. Il part vers 3h30 le matin pour la première traite. Il me redescend le lait au village. Et donc, dès que le lait... Est coordonné. Tout est coordonné. Il ne faut pas se louper, c'est pour ça que je dis il faut une bonne organisation. Que la bergerie est située quand même à quelques près de 900 mètres d'altitude. Donc, il nous faut un quart d'heure, 20 minutes. Et bien, malheureusement, c'est à pied. On passe quand même. À pied. Et oui, on part à pied. Ouais, on part à pied. C'est compliqué. C'est une belle balade, mais à 5 h du matin, en plein hiver, c'est autre chose. Ouais. Malheureusement, c'est les aléas du métier. Hein. Et alors, pas de traite mécanique. Ah oui, il faut le dire. On n'a pas d'électricité, donc tout est fait à la main. Voilà. Donc, parfait. Alors, vous êtes à la mairie de Castellar, donc... Le matin. J'y suis tous les matins. Voilà, j'y suis tous les matins. Donc, si je finis plus tôt ma production, j'y suis un peu plus tôt. Et sinon, voilà. Et après, l'après-midi, je repasse également. Et voilà. Et dans l'après-midi, je vais rejoindre mon mari jusqu'au soir. D'accord, parce que vous avez également d'autres fonctions que celle de maire de Castellar, puisque vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Oui, vice-présidente de la CARF, donc on a pas mal de réunions à la CARF également. Bon, après, je dois le souligner, j'ai une très bonne équipe municipale, avec des élus totalement impliqués. Et disponibles. Et très disponibles. Passionnés également, parce que chacun a son petit domaine et ils mènent bien leur barque. Alors restons dans le domaine privé, si j'ose dire, personnel, et vos activités professionnelles. Les principales difficultés, parce que pour rester à un niveau de qualité comme vous l'êtes, je suppose que ça implique pas mal de choses. Il faut beaucoup de rigueur. Et oui, bien sûr, il faut, comme je vous dis, il faut être organisé. La production, donc le lait, une fois qu'il est descendu, il faut qu'il soit mis en fabrication dans les 2 heures. Donc, il ne faut pas se louper. Voilà. Dès que le lait est au village, c'est parti pour une production. Alors, il vous est arrivé ces dernières semaines un problème qui vous a obligé à céder une partie de votre troupeau. C'est exact. Nous avions le plus gros troupeau caprin des Alpes-Maritimes. Donc, c'était aussi une lourde tâche, puisqu'on avait plus de 450 caprins. Malheureusement, il faut le dire aussi, on est sur la Côte d'Azur, mais on n'est pas un territoire agricole. Ça, il faut le souligner. Donc, quand on dit tu élèves des chèvres sur la Côte d'Azur, ça fait sourire les gens. Oui. On m'a toujours dit mais il n'y a pas de chèvres à Castellar. Donc oui, il y a des chèvres à Castellar. Mais voilà, déjà les difficultés d'approvisionnement. Donc cette année, ça a été une grosse galère pour l'eau. Déjà, il faut le souligner que depuis avril-mai, les températures n'ont pas baissé. Jusqu'il y a peu, on a eu... Ça vous a obligé à une transhumance Alors oui, on est parti beaucoup plus tôt sur Sospel pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur. Sur Sospel, nous avons... Et du pâturage, je suppose. Et du pâturage, oui, de l'herbe plus fraîche pour les animaux. Donc chaque année, on part, mais là, cette année, on a dû partir plus tôt. Mais également, on a dû commencer nos voyages d'eau beaucoup plus tôt. Depuis le mois de mai, on a commencé à approvisionner le troupeau en eau. Donc c'est pour ça qu'on avait fait partir le plus gros du troupeau sur Sospel où c'était un petit peu plus facile d'accès. Et voilà, j'ai gardé les brebis, les vaches et mes laitières sur Castellar pour essayer de diminuer. Et donc voilà, le gros du troupeau, on a dû prendre la lourde décision de s'en séparer. Dû à ces problèmes également, cette sécheresse a fait que l'approvisionnement en foin a été très très difficile. Tous les éleveurs ont des difficultés pour trouver du foin, mais également le prix des aliments. Le prix, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on est obligé donc de complémenter un peu avec des céréales
Et le coût des céréales, c'était énorme, vraiment, vraiment. Ça a plus que doublé. Donc vous êtes impacté réellement par la crise économique, oui. La crise économique et aussi par le réchauffement climatique, le apparemment. réchauffement climatique, bien sûr, oui. Ben, nous sommes au mois de décembre, la température dans la journée est supérieure à 16-17 degrés. Oui. Aujourd'hui, on était encore en t-shirt, ce qui n'est pas trop normal pour le mois de décembre. Alors, je dois dire que quand nous vous avons rendu visite, nous avons discuté, bien entendu, des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de cette profession, qui est une très belle profession. Et vous nous avez appris quelque chose, je dois dire. La première rencontre, lorsqu'on vous rend visite sur les flancs du berceau, la première rencontre, c'est celle des chiens, des patous. Il y en a, je crois, 6 ou 7. 7 patous. C'est des chiens énormes, des gardiens de troupeaux. Et je me suis étonné parce que, a priori, je pensais que dans notre région, il n'y avait peut-être pas besoin de gardiens et malheureusement, pouvant garder le troupeau et le protéger contre les attaques de loups. Et vous m'avez dit le contraire. Et je voudrais que vous expliquiez un petit peu ce qui se passe de ce point de vue-là, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas au courant de la présence du loup dans la région. Alors, déjà, il faut dire que nous sommes encore quand même pas mal d'éleveurs dans la Roya et ici encore quelques-uns sur la côte, mais tous, et je pense qu'il n'y a pas d'exception, nous sommes impactés par la présence du loup. Donc malheureusement, il faut le dire, on doit travailler avec. Donc les mesures de protection qui sont mises en place, c'est essentiellement l'introduction de chiens de protection. Alors revenons juste, il y a une, comment appelle-t-on ça, une meute de loups? Oui, alors la meute qui a été repérée il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, elle a été d'ailleurs nommée la meute du pays mentonné, c'est ce qui vous a surpris d'ailleurs. Tout à fait, oui. Donc ils ont repéré 5 individus. Donc ça, c'était déjà il y a 5-6 ans. Et depuis, donc, les attaques se sont accentuées. Donc nous avions que 3 chiens de protection. Nous sommes montés à 5. Vous avez perdu des animaux? J'ai perdu des animaux. Alors, quand même, il faut dire qu'il a fallu se réorganiser. Donc nous commençons nous avons toujours travaillé comme ça, mais je veux dire, pour beaucoup, il faut travailler autrement, beaucoup rester en couche. Il faut s'adapter, exactement. Donc beaucoup travailler en couche libre. Donc nous, mon mari a toujours travaillé comme ça. Les bêtes sont enfermées en bergerie. Donc nous partons avec le matin et nous rentrons avec le soir et tout le monde est à l'abri la nuit. Donc les attaques, souvent les gens, quand on dit le loup, c'est la nuit. Donc là, moi, je peux vous confirmer que non. En général, c'est aux heures les plus chaudes. Donc là, avec la canicule, ça a été entre midi et 14h. Quand les bêtes sont un peu plus calmes. Et puis, c'est même pas vraiment des attaques. Ils sont là, assis sur un rocher, ils attendent qu'on passe, et puis hop, ils prélèvent. Donc, quand ils arrivent à prélever, malheureusement, ils tuent la bête, ils la mangent. Vous avez été témoin de... Oui. Alors, et ce qui est assez surprenant, c'est que cette année, et l'année dernière également, ça a été sous la chapelle Saint-Bernard. En 2020, nous avons eu des chutes de neige quand même assez conséquentes. Les loups sont descendus. Ma voisine, elle a eu 2 alpagas de manger. Moi, j'ai eu 2 veaux. Et vraiment au-dessus du village, une jeune fille avait des brebis, donc vraiment au-dessus du village, et elle a été impactée elle aussi. Donc ça a touché également des particuliers. Donc c'est vrai que c'est assez... C'est un problème d'autant plus que la zone que vous décrivez du côté de la chapelle Saint-Bernard est une zone très fréquentée par les promeneurs. Très fréquentée pourtant, oui. On a énormément de randonneurs. On a énormément de randonneurs. Et d'ailleurs, je vous le disais, cette année, ça a été une année assez exceptionnelle puisque beaucoup de monde les ont vus.
Oui. Donc la meute de Saint-Cloud a vraiment proliféré puisque régulièrement on a eu des témoignages c'est de rare de les randonneurs. voir. Oui, voilà. J'ai fait énormément de randonnées, Ouais. je n'en ai jamais Ouais. vu. Et pourtant, cette année, j'ai rencontré énormément de randonneurs qui m'ont dit on a vu une mère et un petit à tel endroit, on a vu un solitaire à un autre endroit, les chasseurs les ont vus. Oui, ben, le nombre a augmenté. c'est sûr. Le nombre a Ben oui. augmenté, voilà. Je pense que vous aurez fourni une information à beaucoup de nos auditeurs qui n'étaient oui. pas du tout au courant qu'il y avait... C'est la une- biodiversité, Voilà, il faut de tout. Alors, en dehors de cet épisode, si je veux dire, qui est très caractéristique, est-ce que vous avez d'autres difficultés en qualité dans l'exercice de votre profession ? Les plus grosses difficultés, ça a été, comme je vous ai dit, l'approvisionnement en eau. Lié au réchauffement climatique Lié au et, réchauffement climatique. Alors j'espère que c'est une année exceptionnelle, mais bon, Faut ça, l'espérer quand même. Hein. malheureusement, ça a l'air d'être parti quand même pour durer. Moi, je l'espère que non. J'espère que c'est une année exceptionnelle. Vous avez encore 70 têtes, hein, nous l'avons Alors dit voilà, en oui, préambule. nous avons cédé donc 300 chèvres parce qu'il fallait le faire. Voilà, ça a été une décision dure à prendre. mais, Comment vous avez encaissé cette session difficilement, ça a Trois- été très très difficile. 300 pleurs. Et quasiment. Quasiment. Ouais. Ouais. Si on avait pu ne pas être là pour charger les camions, on aurait préféré ne pas être là. Malheureusement, il a fallu le faire. Ça a été une Oui, parce difficile. qu'elle vient de se faire caresser, je Ouais, tout ouais, ça. ouais. Bon, alors Sans celle qui était. Vous les avez gardées, Elles étaient celles-là. plus sauvages. Mais voilà, moi j'ai gardé 70 laitières. On a quand même 250 brebis encore et 10 vaches. Donc 70 laitières Voilà. qui vous permettent de poursuivre Pour la votre- production fromagère. la production Voilà. fromagère. Ouais. Les produits se trouvent sur les meilleures tables, nous l'avons dit, Oui. mais on peut également les trouver Vous pouvez sur également, les marchés. Voilà, vous pouvez également les acheter sur les marchés. Je fais le samedi matin le marché du Careil et le dimanche matin le marché de Castellar. Parfait, donc nos auditeurs pourront retrouver Voilà. d'excellents produits Oui. de Madame Curtis sur les marchés de Menton. Voilà, mais également dans des Castellar. petits points de vente. Ah, vous avez les points de vente aussi, J'ai alors des points de vente à la crèmerie des Halles à Menton. Vous pouvez trouver là-bas mes fromages. Et chez Valérie, à l'huilerie du Soleil à Carnolès, où elle également, je lui laisse les fromages, mais également les produits transformés, puisqu'on fait également de la transformation. La charcuterie, les plats cuisinés, les choses comme ça. Et notre épicerie du village, à qui je laisse également nos produits. Et c'est une activité énorme, parce que... Et également de Et la oui. transformation. Nous faisons de la transformation, oui, Ça prend également. énormément Donc, de temps, ça aussi. alors, ça fait quelques temps. Alors, avec le Covid, eh bien, pareil, il a fallu se réorganiser. Donc, on a dit, bon, puisqu'on ne peut pas vendre tout ce qui était chevreaux, agneaux à Pâques, puisque le Covid est tombé à ce moment-là, il a fallu réfléchir à une autre façon de travailler. Donc, nous nous sommes lancés dans les plats cuisinés, donc en bocaux sous vide. Donc, on s'est lancé dans cette fabrication et ça permet... De la conservation longue, donc ça fait un peu de diversité. Absolument. Nous faisions déjà les saucissons, les terrines, et là, donc maintenant, nous avons les plats cuisinés. Parfait. Votre engagement civique, madame, vous a conduit naturellement à vous lancer dans des activités visant à améliorer la qualité de vie de votre communauté, Oui, celle de Castellar en l'occurrence, en abordant les problèmes d'intérêt public qui Oui. se posent à ce village et en développant les connaissances et les compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes. On a vu que vous étiez très bien préparé pour occuper le poste de premier magistrat, oui. puisque Oui. vous avez été pendant 14 ans secrétaire de Oui. mairie. Je connaissais un peu les filons, donc... Et vous connaissez tous les rouages de tous les l'administration rouages. locale, Oui. préfectorale et régionale probablement. Oui. C'est ce chapitre-là Mhm. de votre quotidien que nous allons aborder maintenant après une petite pause musicale. Allez. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, compadre están anunciando tormenta al amanecer. Yo quiero seguir cantando como cantan las cigarras, quiero parar en la vara y así quiero amanecer. Échale leña
leña al fuego, compay. Que no pare la vara, déjala que baile, compay. Llega la madrugada, échale, échale, pero déjala, déjala. Déjala que baile, que suene, suena, suena. Dice, échale leña al fuego para darle un poquito de luz al cielo. Y si llueve que acabe de llover, que bajo la lluvia vamos a beber. Repica fuerte el tambor pa' que mi cadera hagan como el reloj. O si no mejor como la batidora. Y que suenen los pulsos que lleva Pandora. Y las manos para arriba, no hay que parar. Que mi cuello enrollo y mi collar. Ya quiero que lleguen las 12 pa' que contigo empiece el roce. En la carita quiero un beso yo solo. Solo eso es lo que yo quiero. Ella se pone a bailar, se mueve que una locura y no la puedo evitar. Mi mano en su cintura, yo quiero seguir bailando con el son de la guitarra. Que no pare la vara, que así quiero amanecer. Échale leña al fuego, compay. Que no pare la vara, déjala que baile, compay. Llega la madrugada, échale, échale, pero déjala, déjala. Échale, échale, pero déjala, déjala. Oli, oh, Shani Roman, Francia, Paraguay, Cuba, para el mundo. Voilà, vos responsabilités politiques, Madame Curti, c'est celles que vous avez prises il y a 2 ans maintenant. Est-ce que les 4 ans qui restent à courir vous paraissent longs, courts, difficiles? Un peu les deux. Alors, ça nous paraît long parce que... Oui, non, un peu les deux, oui. Je dirais quand même court parce que les projets, ça se fait à long terme. Et quand on voit les délais pour obtenir les subventions, pour monter les dossiers, on se dit qu'on n'aura jamais assez de temps. Mais en même temps, c'est vrai que ça arrive vite. Hein. Il nous reste 3 ans et demi, donc ça arrive vite également. Donc, Non, mais une mandature ne suffit pas, là. Non, je pense pas. Donc, je pense pas parce qu'on a des gros projets à monter. Absolument. Et quand on voit le temps de les monter, malheureusement, il y a eu la tempête Alex. Donc nous, on a eu la chance de ne pas avoir été touchés. Mais quelque part, ça nous a impacté puisque la plupart des subventions ont été attribuées, et ce qui est normal, hein, à la Roya pour les aider, ce qui est tout à fait normal. Donc maintenant, on espère pouvoir bénéficier de quelques aides également. Donc on nous a mis un petit peu à l'écart. Nous allons voir quels sont vos besoins dans ce domaine-là, parce que qui dit subvention dit évidemment projet. Je suppose que vous en avez plein de projets. De On vous nombreux. attend, la soirée. Ouais, nous avons beaucoup de projets. Vous étiez lancé au départ dans cette aventure. Pourquoi exactement? Alors, essentiellement, moi, c'est pour l'amour de mon village. Je suis pas née là-haut parce que je suis pas une vraie Castellaroise, il faut le dire, attention, parce que ça, ils y tiennent. Et voilà, je suis récampoum, comme ils disent. Mais c'est l'amour qui compte aujourd'hui. Oui, moi, c'est vraiment pour l'amour de mon village. Voilà. J'ai essayé, alors il faut le dire, hein, de choisir des élus qui n'avaient pas d'intérêt personnel. Parce qu'on fait tout ça pour notre village et pas pour nos intérêts personnels. On n'a aucun intérêt à défendre. Donc l'amour du village, pour répondre à la question que je vous ai posée, l'amour du village. Oui. L'amour du village et puis l'envie d'avancer, de le faire avancer et positivement. Voilà, parce que moi, je suis très positive, donc j'ai envie de d'égayer c'est un gros sacrifice que vous faites ou C'est un sacrifice parce que c'est beaucoup de temps sacrifié que je pourrais passer à autre chose. Mais voilà, je le fais par amour pour mon village, pour
On a vu faire que c'était avancer un ce village qui, je ne dirais pas qui renaissait, mais qui grandissait Alors, au point de vue de la on essaye de population. relancer. Quel type de population vous accueillez? Nous avons pas mal de jeunes actifs qui sont arrivés avec des enfants. Donc, notre école avait déjà grandi et continue à grandir. Beaucoup de jeunes ont acheté, rénové dans le village, puisque nous avons un centre ancien qui a besoin d'être rénové également. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont venus s'installer. Un grand nombre de gens qui habitent, d'habitants de Castellar travaillent sur le littoral, Oui. à Monaco, à Menton. Monaco, Nice, Menton, voilà. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas l'écueil du village dortoir que vous rencontrez là? Alors c'est un peu ce qui s'est passé, et donc c'est pour cela que nous avons essayé de relancer les activités au village. Donc en priorité, on a aidé à la réouverture de notre épicerie qui avait fermé il y a quelques années. On a installé un marché tous les dimanches, donc notre marché dominical qui est maintenant un rendez-vous incontestable, parce que... Quel type de produits? Des gens qui viennent de... Alors, nous avons deux Italiens qui font quand même de la production locale. Nous avons un agrumiculteur. Nous avons un petit épicier ambulant. Nous avons donc... je suis là également avec mes produits locaux. Nous avons depuis peu également un boulanger qui vient de l'Escarène et qui produit son pain. Il y avait un boulanger célèbre il y a quelques années. Et oui, Noël, notre boulanger qui malheureusement, le pauvre, a eu des problèmes de santé et a dû arrêter. Et donc nous attendons maintenant les subventions. Nous avons obtenu, ça y est, les subventions du département. Nous attendons celles de la région et nous relançons pour 2023 notre demande de subvention à l'État pour également réouvrir notre boulangerie. Ben oui. Le budget de fonctionnement de Castellar, c'est de quel ordre? On a dépassé les 2 millions, ouais. Et le budget d'investissement? Pareil, il faut qu'il soit à l'équilibre. Donc, Non, d'investissement. Obligatoirement, non. Vous avez 2 millions d'investissements par an, obligatoirement? Non, nous ne les avons pas. Non. Là, vous donnez les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais... Oui. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, nous ne réalisons pas de projets sans subvention, justement, pour ne pas se mettre à mal et déstabiliser notre budget. C'est-à-dire que votre endettement n'est pas inquiétant? Nous n'avons pas d'endettement. Alors, c'est un village qui est bien géré? Oui, nous le gérons fermement. Fermement, ça se voit. Ouais. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans ce Alors, essentiellement, c'est la récupération de subventions. C'est assez compliqué. Il ne faut pas lâcher, il faut taper un peu de partout. Et voilà, suivre les dossiers. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Castellar est un village dont le patrimoine est assez conséquent. Oui, nous avons un gros patrimoine historique qu'il faut maintenir en bonne forme. Donc, Auguste va nous donner quelques aperçus sur le patrimoine dont dispose notamment le patrimoine religieux. Oui, nous avons un gros patrimoine religieux. Auguste. Oui, le village est bien fourni en édifices religieux. Je crois savoir que la chapelle Saint-Pierre, puis renommée Saint-Sébastien, est antérieure à l'installation du village sur la colline. Oui. Donc c'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. C'est une salle maintenant, et elle est belle. Hein. Elle est magnifique. C'est intéressant d'y faire quelques manifestations, quelles soient d'ailleurs. Alors elle a été depuis peu réquisitionnée par l'État. Nous avons les militaires qui sont installés dans cette chapelle. Oui, effectivement, on voit toujours 2 véhicules militaires. Oui, il y en a 4 et c'est vraiment un point central de notre commune. Oui. Et c'est un endroit stratégique et l'État nous l'a réquisitionné pour y installer... Le principal, c'est qu'il n'abime rien parce qu'elle est... Il n'abime rien, on va faire un état des lieux régulièrement pour vérifier l'état de notre chapelle. Alors après avoir franchi l'ancienne porte d'accès, fortifiée en 1548, je suis bien informé, on découvre l'église Saint-Pierre. Oui. On apprend qu'avec l'aide des pauvres,
Elle a été restaurée en 1724. Ouais. J'ai trouvé cette plaque émouvante, vraiment. Oui. Ça, c'est l'église qui est au cœur du village. C'est l'église, c'est l'église notre principale. église principale. Oui. Principale. Oui. Qui va être rénovée en 2023. Ah, Nous avons, au dernier conseil municipal de décembre, fait voter la demande de montage du dossier pour justement la restaurer, parce qu'il y a quelques points, c'est normal, hein, avec oui, les années. peut-être des pénétrations d'eau. Des infiltrations. On a pas mal d'infiltrations, voilà. donc il faut absolument s'occuper de Comme de nos toute monuments. bâtisse. Hein. Ouais. Voilà, donc elle a été réaménagée après le tremblement de terre de 1887. Oui. Où il y a eu beaucoup de dégâts dans notre région, bien entendu. Et ça avait anéanti la chapelle extérieure de Saint-Jean-Baptiste, qui était la sépulture des comtes de Lascaris. Alors ça, c'est dommage. Oui. Ça, c'est dommage, parce que ça, c'était un point de fixation touristique. Voilà. La chapelle des pénitents noirs de la confrérie de la Miséricorde, Oui. fondée en 1616. Oui, qui elle a été désacralisée Voilà. et qui sert d'atelier culturel, Voilà. Eh bien, écoutez, artistique. voilà. Et Voilà. là encore, vous avez besoin de subventions pour ce bâtiment? Alors, pas pour les pénitents noirs. Oui. Voilà, actuellement, elle est louée à une association qui fait justement pour les enfants, pour les Ah, elle est bien adultes, entretenue, elle est de la très bien création entretenue. artistique, Voilà. D'accord. et celle-ci est entretenue. Voilà. Et ensuite, la chapelle Saint-Antoine-Abbé, Ouais. lequel Cerne a pu sauver en 1623 la pauvre Peirinetta Raibauda, étranglée et brûlée devant oui. la chapelle, Notre car sorcière. accusée d'être une sorcière. Eh oui. La sorcière de Castellar, la La pauvre. sorcière de Castellar. Les temps étaient durs. Voilà, oui, il est certain que c'est un, comment dirais-je, c'est un capital touristique important. Oui, mais ça nous demande- avons un patrimoine ça demande de historique l'entretien. très important. Nous voilà. avons également la chapelle Saint-Roch, Oui, bien sûr, j'ai certainement la chapelle oublié Saint-Antoine et quelques-unes. la chapelle des Pénitents Blancs. En plus, Voilà, pour laquelle également nous avons Voilà. demandé une rallonge Voilà. de subvention. Elle a été Voilà. restaurée, donc voilà. nous venons de terminer de la restaurer. Elle est hors d'eau, ça y est, parce qu'elle avait d'énormes infiltrations. Le toit était complètement à refaire. Donc ça a été refait. Et ensuite, nous avons refait avec... il était avec nous hein, lors de notre périple. Ah, voilà. Mimo nous a refait l'intérieur, donc c'est bien. magnifique. Et quand il a refait l'intérieur, nous avons découvert des fresques Ah, qui étaient recouvertes. bien sûr, ce qui Donc, était souvent le cas à l'époque. Voilà, Oui. ouais. Donc il a découvert ces fameuses fresques. Donc là, justement, au même conseil municipal, nous avons décidé de faire une demande de subvention. Donc on va demander une petite rallonge pour essayer de restaurer ces fresques et les remettre en état, les faire réapparaître, hein, puisqu'elles avaient été Oui, bien repeintes. sûr. Donc pour Donc- remettre... Donc un patrimoine religieux très, très Très important, conséquent, très ouais. conséquent. ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous Ça ne disposez s'arrête pas également là. d'un moulin à huile D'un moulin à huile qui est, fonctionne toujours. Alors, il fonctionne, il a fonctionné cette année. Les années précédentes, ils n'ont pas... il n'a pas fonctionné parce que nous n'avions pas d'olive, malheureusement. Hein, c'était Oui, c'était pour l'année tout le sans. monde. Hein. Voilà, C'est c'était vrai. une année sans. C'est Donc, vrai. cette année, nous en avons eu. Donc, il a fonctionné. Il est en état de marche. Il est magnifique. Écoutez, je tiens à préciser Vous que je l'avez l'ai visité Voilà. et j'ai été vraiment enthousiasmé de voir l'installation. C'est nickel, Oui, c'est elle a moderne. été- oui. Et le monsieur qui s'occupe des visites, ouais. il est très intéressant. Je ne Oui. connais pas son nom, C'est Fifi. mais vous pourrez le féliciter. Oui. Il est très très bien. Oui. Ah, vous avez peut-être vu Davidé. Davidé a dû vous faire la visite du moulin. Il est extraordinaire. C'était impeccable. Ouais, On ouais, s'est ouais. régalé. Voilà. Donc cette année, le moulin a tourné et lui aussi également a besoin de restauration. Le toit a besoin d'être refait. Donc Vous recevez des visiteurs dans le moulin? oui, nous Oui, faisons des visites régulières du moulin à Ah, huile. ouais. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Oui, puisque Voilà. nous sommes un des derniers hein, Ah, il y a quelque chose quand même. du coin. Je vous parle de la rue du Général Saraï. Oui. J'aimerais qu'elle soit aussi bien restaurée que celle, la parallèle. Alors, Que la parallèle. La parallèle, elle est super. Là, il y a Orengo. C'est ma rue. La rue Arson. Bon, la version, elle est magnifique. c'est un bijou. Oui, c'est la dernière rue qui a été refaite. Voilà. Et donc, Alors, dans nos projets... Saraï attend. Hein. Oui, nous avons fait la demande à la CARF. La CARF nous a demandé quels étaient nos projets en matière d'eau et assainissement. Donc, nous leur avons demandé qu'ils prévoient... Alors, je ne sais pas si
si c'est pour 2023 ou 2024, mais en tout cas, nous leur demandons de prévoir la restauration totale, eau, électricité, assainissement, puisque l'électricité, c'est pas eux, mais nous voulons faire l'enfouissement des réseaux et la restauration des réseaux, mais également le pavement qui aujourd'hui... c'est une rue importante. Hein. C'est une rue importante. Très importante. La rue République et la rue Sarail, c'est les deux rues les plus empruntées. Oui, les plus empruntées. Oui. Voilà. Vous avez également fait l'acquisition d'une ancienne nurserie. Alors nous sommes en cours, nous avons fait la demande au domaine. Voilà, aujourd'hui c'était un point important déjà de l'époque de Madame Layet. Nous avons, ça y est, réussi à visiter au moins l'endroit. À obtenir les clés. Nous avons les clés, donc nous avons enfin réussi. Nous avons fait une proposition au service des domaines. Donc maintenant, nous attendons leur réponse et nous souhaitons l'acquérir. De toute façon, quelle serait la destinée de ce serait un lieu d'exposition, un lieu historique, hein, puisqu'au plafond, il y a encore les anciennes peintures. Je l'ai visité, oui. Dans quel état est-il ? C'est complètement dans le jus. c'est vraiment rien n'a bougé. Rien n'a bougé. On revient dans les années. C'est impressionnant. Années, je sais pas, 70. Je sais pas. C'est encore les anciens petits carreaux. Les volets en bois qui s'accrochaient aux fenêtres. Voilà, malheureusement, le bâtiment est en train de s'ouvrir, donc il faut s'en occuper rapidement. Je pense avec la sécheresse, le bâtiment est en train de vraiment s'abîmer. Et donc, je vous disais, il y a des peintures au plafond, des anciens angelots peints. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment un endroit historique. C'est l'ancienne nurserie des Lascaris. Donc, c'est un patrimoine important et je pense que c'est important que la commune arrive à l'acquérir. Actuellement, c'est les domaines qui sont propriétaires. C'est les domaines qui sont propriétaires. Ils l'ont mis, ils le mettent à la vente. Donc, de toute façon, la commune fera préemption si quelqu'un veut l'acquérir. De toute manière, c'est important que ce soit la commune qui l'acquiert. Donc cet ensemble, ce patrimoine pourrait faire l'objet de visites. Est-ce que c'est nous avons déjà le Palais Lascaris à visiter. Nous avons notre musée avec Davidé qui vous a fait visiter le moulin, qui fait également visiter le Palais Lascaris. Donc avec son escalier historique, son dôme et le musée du palais, avec toute l'histoire où justement on a la reproduction de la première femme qui a été trouvée à Castellar et beaucoup de vestiges. Est-ce qu'une collaboration existe entre Menton et Castellar dans ce domaine-là ? Oui, bien sûr. On travaille avec l'OTC qui, elle, s'occupe de faire les visites. Tout l'été, septembre-octobre, nous avons le bus qui monte, qui fait le tour des villages. Au niveau de la CAF, il y a un bon travail qui est fait. Il y a un très très bon travail. Donc c'est Marie Garcin qui est à la tête de l'OTC et qui fait un travail extraordinaire. Et voilà. Donc c'est déjà programmé, vous pouvez organiser. Chaque année, on fait les visites du village. Oui. D'accord. Et donc on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le jardin des Lascaris. Donc c'était Monsieur Bled qui s'était occupé de ça à l'époque. Et donc dans ce jardin, nous allons mettre à l'honneur Jean-Paul Lascaris avec une statue qui sera implantée. Donc là, pareil, nous demandons au département une aide pour créer cette manifestation qui sera au mois de juin. Je n'ai plus la date en tête, mais ce sera une manifestation en l'honneur de Jean-Paul Lascaris, puisque lui est né à Castellar, il est enterré à Castellar. Et voilà, nous voulons implanter sa statue dans le jardin avec une fête médiévale autour de l'ordre de Malte. Vous nous invitez, on vient. Je vous inviterai sans problème. Vous nous informez, on vient. Sans problème. Alors, sans problème. Dans le domaine des manifestations, avant d'aborder ce problème des manifestations, de quoi est composé le potentiel d'accueil en hôtel, restaurant ? Est-ce que vous avez déjà en hôtel, on n'a plus d'hôtel, malheureusement. Il a brûlé il y a une quinzaine d'années.
Donc c'était un bâtiment qui était privé. Donc Je voulais vous parler de ça. Nous n'arrivons pas spécialement à intervenir dessus. Alors on aide la propriétaire. Donc aujourd'hui, elle l'a mis en vente. Normalement, le compromis a été signé, ça y est, semaine dernière. Donc ça devrait avancer. On espère que pour fin 2023, parce qu'il faut le dire, c'est un endroit, c'est un gros investissement. Mais ça resterait un hôtel ? Non, malheureusement non. Ça va être transformé en logement. Donc là, on va avoir justement des logements pour actifs, pour des jeunes qui voudraient s'installer sur Castellar. Ce sera des logements neufs. Donc c'est quand même important de le souligner parce qu'à Castellar, on rénove dans l'ancien, mais on n'a pas de logement neuf. Donc là, on va avoir un beau complexe qui va se monter. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une verrue, puisque vous arrivez sur la place, vous voyez que ça. Il y avait un bon petit restaurant dans le temps. Un très bon restaurant. Ben oui, Donc voilà, aujourd'hui, nous avons la tour sur la place qui a été réouverte. Donc là où vous pouvez déjeuner le midi ou boire votre café au soleil en terrasse. Donc c'est un endroit agréable. Nous avons essayé d'aménager cette place en mettant des pampilles, en décorant. C'est bien ce que vous avez fait. Très accueillant. Voilà, on essaye de faire un endroit accueillant. Nous avons donc, je vous disais, notre épicerie et le restaurant du Palais Lascaris, dans le complexe du Palais Lascaris, où vous pouvez vous restaurer. Mais également, si vous montez dans la montagne, on y est passé en 4x4, vous avez la ferme Saint-Bernard qui fait gîte et restaurant. Mais également, il faut dire qu'on a un coutelier dans le Palais Lascaris qui s'est installé. Nous avons Rachel avec ses pots, ses belles poteries. C'est lui qui fait ça, là, les décors en pot, là, un peu dans tout le village. Alors ça, ce sont des jeunes femmes. C'est une association qui s'est montée, les Miss Pots, qui créent avec des pots. Et elles peignent ça et elles font des créations extraordinaires. Voilà, donc le village bouge. Le village bouge. Nous avons, donc je vous disais, une potière qui s'est installée. Nous avons également un salon de coiffure. Donc c'est pas tout le monde qui a ça. et voilà, nous avons plein de projets encore à venir. Je vous disais la boulangerie que l'on souhaiterait ouvrir. Donc là, ça y est, on a eu les subventions du département. Nous attendons les subventions de la région et de l'État qui, j'espère, ne tarderont pas. Pour réaliser tous ces projets, il vous faut bien entendu des moyens. Oui. Donc les moyens, vous les trouvez auprès du Conseil général ? Oui. Enfin, maintenant, c'est plus le conseil général, c'est le conseil départemental. Donc, le conseil départemental. Voilà, donc le département, la région et l'État. Voilà. D'accord. Et la CARF. Et la CARF, j'espère. Et de ce point de vue-là, vous êtes satisfaite ? Alors, nous avons eu des petits projets. Donc, la CARF, pour l'instant, est intervenue. Nous allons réaliser un columbarium parce qu'il faut penser aussi, malheureusement, le cimetière est plein. Donc, les incinérations, c'est plus au goût du jour. Donc, nous allons agrandir notre columbarium. Aujourd'hui, il est plein. Donc, nous allons créer un nouveau columbarium. Donc, ça va commencer début janvier. Nous avons obtenu les aides de la CARF. Et je les en remercie. Bien. Et si la CAF pourrait s'intéresser également à la signalétique, parce que vous avez un patrimoine effectivement qui est très important, mais qui est très disséminé. Donc il y a là un problème pour les promeneurs. Oui, la CARF est en train de travailler dessus. Nous avons travaillé avec notre premier adjoint qui s'occupe de la culture sur une nouvelle signalétique. Et la CARF est en train de le mettre en place, puisqu'on n'est pas les seuls. Les autres villages aux alentours ont demandé aussi. Donc, ils vont essayer, pour faire quelques économies, ce qui est normal, de faire un groupé avec les autres villages. Vous savez, le territoire de la CARF est d'une richesse touristique vraiment extraordinaire. Oui. Donc, et ça profite à tout le monde. Bien sûr. Alors, on ne pourrait pas terminer cette émission, on nous le reprocherait, sans vous parler du Festival de Mandoline. Ah oui. C'est une manifestation qui a déboulé dans le paysage culturel de la région. Oui. Le terme n'est pas trop fort, il y a quelques années, et qui maintenant prend une place. C'est un festival international avec des artistes extraordinaires qui viennent de partout, du monde entier.
Et donc là, nous avons donc Sabine Marzé, hein, qui, elle, s'occupe de ce festival. Elle en est la directrice artistique. Voilà. Brillante. Elle fait un travail extraordinaire. Elle est passionnée. Ah oui, c'est des passionnés. Depuis vraiment. le début. Hein. Oui, c'est Depuis des passionnés. Et nous avons vraiment des artistes incroyables. Ouais, c'est un festival à ne pas louper chaque année. D'autant qu'il y a une adéquation entre la musique qui est jouée dans ce festival et qui est une musique très intéressante pour la mandoline. Les gens ont une idée déjà préconçue de la mandoline, mais je pense qu'il faut vraiment venir à ce festival parce qu'on découvre des artistes extraordinaires et la musique, on n'imagine pas que l'on puisse faire des choses comme ça avec de la mandoline. C'est un instrument de chez nous. Hein. Oui. Chez nous. Et il est joué par des gens de l'Europe centrale, parce que les premières mandolinistes qui sont venus, je me souviens d'une blonde. Des Biélorusses. Ah voilà. Voilà. Eh bien, Madame Curti, Madame le maire, nous avons passé ensemble 1 heure fort agréable. C'est passé très vite. C'est passé très vite. Mais moi, j'ai pas tout dit parce qu'il y a encore plein de projets. L'agrandissement de notre école. Et le stade. Le City Stade qui est en en parler. On aura l'occasion d'en reparler au cours d'une autre émission. Peut-être à l'occasion de l'inauguration de tel ou tel bâtiment que vous nous avez décrit. Volontiers. En tous les cas, c'était une émission agréable et sympathique. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un honneur pour moi. Et puis, non, mais je veux poser ma question quand même. Aïe. Je l'attends, la question. Voilà. C'est bon, monsieur, allez-y, on a 4 minutes encore. Bien. Ah bon? On a encore plein de choses à dire. 4 minutes, je vais la poser après, je vous en prie. Oh là là. Je la pose, c'est la dernière question. Alors l'inquiétude, moi je le dirais quand même, l'inquiétude des Castellarois, c'est le stationnement. On a un gros problème de stationnement. Donc aujourd'hui, on est un peu coincé par notre PLU parce que notre PLU n'a pas prévu notre parking comme équipement public. Donc nous faisons une modification du PLU pour pouvoir créer cet agrandissement. Donc c'est ce qui nous retarde dans les Je signale quand même que le stationnement qui est en bas là, il a fallu des années pour le faire. Oui, il a fallu des années. C'est long, mais en fait c'est un beau travail. Un beau travail. Heureusement que nous l'avons. Plus l'agrandissement de l'école que vous avez fait au-dessus, si je me rappelle bien. Alors la MAM, dans la verdure. Oui, il a été très bien intégré. Oui. C'est la maison d'assistante maternelle. Mais voilà. Et ce monsieur qui vend sa pizza, sa petite production de pizza. Alors c'est Véronique, qu'il ne faut pas oublier. Véronique qui a ouvert son food truck. Voilà. On l'a implanté à cet endroit. Oui. On mange de très bonnes pizzas et elle est très sympathique. Voilà, donc parfait. Pour le mini-stade, on en parlera une autre fois. Le City Stade, qui est en de très bonne voie. Il est en très très bonne voie. Nous y travaillons. Nous sommes en train de finaliser le permis parce qu'il nous faut déposer un permis d'aménagement. Voilà. Donc nous travaillons sur les derniers détails. Il va être déposé. Il est situé près des Granges Saint-Paul, à l'emplacement de l'autre stade qui était déjà existant et qui est complètement... Non, il a été dévasté. D'ailleurs, quand vous ferez quelque chose, là, il faudra bien le protéger. Hein. Oui, il sera fermé. Donc on aura l'occasion de reparler tout ça dans une prochaine émission, soit à l'inauguration de ce stade, soit pour d'autres problèmes, parce qu'on n'a pas abordé non plus les problèmes des incendies de forêt qui est... Et je tiens à féliciter notre réserve, puisqu'on est quand même les premiers à avoir cette réserve qui a pris de l'ampleur. Monsieur Prévost et puis toute sa famille qui a œuvré pour la préservation de cette réserve et qui l'a fait grandir. Et nous avons pas mal de jeunes bénévoles, puisqu'ils sont tous bénévoles. Il faut le souligner, qu'ils font un travail incroyable. C'est eux également qui s'occupent des festivités l'été. Donc, heureusement qu'ils sont là pour animer notre village et le protéger. Voilà, puisque c'est eux qui sont là et qui prennent de leur temps. Il faut savoir que, ils prennent de leur temps. C'est ça, aimer son village. C'est ça, aimer son village. Exactement. Rendez-vous est pris. Merci, Madame Curti. Merci à vous. Et à très bientôt. Et bravo. Merci à vous. Jean-Marie, la fameuse question. Ma question sublime. Elle est sublime, ma question. Vrai parce qu'avec un emploi du temps journalier comme vous avez, et qui se reproduit 30 Alors pose la question. 30 jours par mois,
Les vacances, c'est pour quand? Ah là 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 là. Eh bien, c'est une très bonne question, mais pas pour maintenant. Ça fait un moment que j'en ai pas pris et je n'en prendrai pas. Non, mais c'est... Dans Des personnes comme vous, c'est une fortune pour un village. Merci, c'est gentil. Merci Anne-Marie Curti, maire de Castellar et bergère, comme l'annonce cette émission. Merci à toute l'équipe de Menton Terami qui a encore animé cette émission. On se retrouvera bien sûr en 2023 pour de prochaines émissions. Et vous avez très bien compris que nous inviterons à nouveau Anne-Marie Curti parce qu'il y a encore plein de dossiers à découvrir. Et puis ça sera certainement un leitmotiv. On recevra d'autres maires pour nous parler des projets et de ce qui va se passer ici dans la Carve. Merci à tous. On se retrouve en 2023 avec Jean-Marie Tomasi, bien sûr, et Auguste Macari de l'association Menton Terami dans cette belle émission que vous avez pu découvrir à nouveau aujourd'hui. Emparlema en mentonné qui va dire on en parle. Voilà. Merci à tous. C'est le retour de la musique et tout de suite c'est Club 80 sur Radio Fréquence Méditerranée.